Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble ce soir pour quelques épisodes de lecture. Je vous propose tout de suite de continuer la lecture d'une œuvre de l'auteur américain Edgar Allan Poe, où on retourne tout de suite dans un univers sombre, inquiétant, surnaturel, mystérieux de Edgar Allan Poe, qui était d'ailleurs l'une des principales figures de la littérature américaine du 19e siècle. Il a été considéré longtemps comme l'une des icônes de l'époque du romantisme américain. Il est né en 1809 à Boston, il est mort en 1849 dans le Maryland, à Baltimore. Il est à la fois poète, dramaturge, romancier, novelliste, éditeur et critique littéraire. Alors vous allez voir que son œuvre repose sur beaucoup de faits assez cruels et c'est une œuvre qui est assez orientée sur le thème de la mort. Et il est connu également aussi pour être un passionné de sciences occultes et de tout ce qui touche au paranormal. Il aura notamment été considéré comme l'inventeur du genre policier et inspirera donc de nombreux écrivains tels que Sir Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux pour une version un peu plus francophone. Vous allez voir dans son œuvre Nouvelle extraordinaire, il parle de la transmigration de l'âme, ou encore tout simplement de son addiction à certaines drogues psychotropes, notamment l'opium qu'il consomme à forte dose et dont il ne s'en cache pas. Je vous propose tout de suite de continuer avec la troisième nouvelle qui s'intitule William Wilson. Sur ce, n'oubliez pas de réagir dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement donc de taper #VBN. Très belle nuit sur C8. Qu'il me soit permis pour le moment de m'appeler William Wilson. La page vierge étalée devant moi ne doit pas être souillée par mon véritable nom. Ce nom n'a été que trop souvent un objet de mépris et d'horreur, une abomination pour la famille. Est-ce que les vents indignés n'ont pas ébruité jusque dans les plus lointaines régions du globe son incomparable infamie? De tous les proscrits, le proscrit le plus abandonné. N'es-tu pas mort de ce monde à jamais, à ses honneurs, à ses fleurs, à ses aspirations dorées? Un nuage épais, lugubre, illimité, n'est-il pas éternellement suspendu entre tes espérances et le ciel? Je ne voudrais pas quand même si je le pourrais, enfermer aujourd'hui dans ces pages le souvenir de mes dernières années d'ineffable misère et d'irrémissibles crimes. Cette période récente de ma vie a soudainement comporté une hauteur de turpitude dont je veux simplement déterminer l'origine. C'est là pour le moment mon seul but. Les hommes en général deviennent vils par degrés, mais moi, toute vertu s'est détachée de moi en 1 minute. D'un seul coup, comme un manteau, d'une perversité relativement ordinaire, j'ai passé par une enjambée de géants à des énormités plus que héliogabaliques. Permettez-moi de raconter tout au long quel hasard, quel unique accident a amené cette malédiction. La mort approche, l'ombre qui la devance a été une influence adoucissante sur mon cœur. Je soupire, en passant à travers la sombre vallée après la sympathie, j'allais dire la pitié, de mes semblables. Je voudrais leur persuader que j'ai été en quelque sorte l'esclave des circonstances qui défiaient tout contrôle humain. Je désirerais qu'ils découvrissent pour moi, dans les détails que je vais leur donner, quelques petites oasis de fatalité dans un Sahara d'erreurs. Je voudrais qu'ils accordassent ce qu'ils ne peuvent pas se refuser à accorder, que bien que ce monde ait connu de grandes tentations, jamais homme n'a été jusqu'ici tenté de cette façon et certainement n'a jamais succombé de cette façon. Est-ce donc pour cela qu'il n'a jamais connu les mêmes souffrances? En vérité, n'ai-je pas vécu dans un rêve? Est-ce que je ne meurs pas victime de l'horreur et du mystère
des plus étranges de toutes les visions sublunaires. Je suis le descendant d'une race qui se distinguait en tout temps par un tempérament imaginatif et facilement excitable. Ma première enfance prouva que j'avais pleinement hérité du caractère de famille. Quand j'avançai en âge, ce caractère se dessina plus fortement. Il devint, pour 1000 raisons, une cause d'inquiétude sérieuse pour mes amis et de préjudice positif pour moi-même. Je devins volontaire, adonné aux plus sauvages caprices. Je fus la proie des plus indomptables passions. Mes parents, qui étaient d'un esprit faible et que tourmentés des défauts constitutionnels de même nature, ne pouvaient pas faire grand-chose pour arrêter les tendances mauvaises qui me distinguaient. Il y eut de leur côté quelques tentatives, faibles, mal dirigées, qui échouèrent complètement et qui tournèrent pour moi en triomphe complet. À partir de ce moment, ma voix fut une loi domestique et à un âge où peu d'enfants ont quitté leur lisière, je fus abandonnée à mon libre arbitre et je devins le maître de toutes mes actions, excepté de noms. Mes premières impressions de la vie d'écolier sont liées à une vaste et extravagante maison du style d'Élisabeth dans un sombre village d'Angleterre, décorée de nombreux arbres gigantesques et noueux, et dont toutes les maisons étaient excessivement anciennes. En vérité, c'était un lieu semblable à un rêve, et bien fait pour charmer l'esprit que cette vénérable vieille ville. En ce moment même, je sens en imagination le frisson rafraîchissant de ces aventures profondément ombreuses. Je respire l'émanation de ces 1000 taillis, je tressaille encore avec une indéfinissable volupté, à la note profonde et sourde de la cloche, déchirant à chaque heure de son rugissement soudain et morose la quiétude de l'atmosphère brune dans laquelle s'enfonçait et s'endormait le clocher gothique tout dentelé. Je trouve peut-être autant de plaisir qu'il m'est donné d'en éprouver maintenant, à m'appesantir sur ce minutieux souvenir de l'école et de ses rêveries. Plongé dans le malheur comme je le suis, malheur hélas qui n'est que trop réel, on me pardonnera de chercher un soulagement bien léger et bien court dans ces puérils et divagants détails. D'ailleurs, quoique absolument vulgaires et risibles en eux-mêmes, ils prennent dans mon imagination une importance circonstancielle, à cause de leur intime connexion avec les lieux et l'époque où je distingue maintenant les premiers avertissements ambigus de la destinée qui depuis lors m'a si profondément enveloppée de son ombre. Laissez-moi donc me souvenir. La maison, je l'ai dit, était vieille et irrégulière. Les terrains étaient vastes, et un haut et solide mur de briques, couronné d'une couche de mortier et de verre cassé, en faisait le circuit. Ce rempart digne d'une prison formait la limite de notre domaine. Nos regards n'allaient au-delà que 3 fois par semaine, une fois chaque samedi dans l'après-midi, quand, accompagnés de 2 maîtres d'études, on nous permettait de faire de courtes promenades en commun à travers la campagne voisine. Et 2 fois le dimanche, quand nous allions, avec la régularité des troupes à la parade, assister aux offices du matin et du soir dans l'unique église du village, le principal de notre école était pasteur de cette église. Avec quel profond sentiment d'admiration et de perplexité avais-je coutume de le contempler, de notre banc relégué dans la tribune, quand il montait en chair d'un pas solennel et lent. Ce personnage vénérable, avec ce visage si modeste et si bénin, avec une robe si bien lustrée et si cléricalement ondoyante, avec une perruque si minutieusement poudrée, si roide et si vaste, pouvait-il être le même homme qui tout à l'heure, avec un visage aigre et dans des vêtements souillés de tabac, faisait exécuter, férule en main, les lois draconiennes de l'école? Ô gigantesque paradoxe dont la monstruosité exclut toute solution. Dans un angle du mur massif, rechignait une porte plus massive encore, solidement fermée, garnie de verrous, surmontée d'un buisson de ferraille denticulée. Quel sentiment profond de crainte elle inspirait. Elle ne s'ouvrait jamais que pour les 3 sorties et rentrées périodiques dont j'ai parlé. Alors, dans chaque craquement de ces gonds puissants, nous trouvons une plénitude de mystères, tout un monde d'observations solennelles ou de méditations plus solennelles encore. Le vaste enclos était d'une forme irrégulière et divisé en plusieurs parties.
3 ou 4 des plus grandes constituaient la cour de récréation. Elle était aplanie, recouverte d'un sable menu et rude. Je me rappelle bien qu'elle ne contenait ni arbre, ni banc, ni quoi que ce soit d'analogue. Naturellement, elle était située derrière la maison. Devant la façade s'étendait un petit parterre, planté de buis et d'autres arbustes, mais nous ne traversions cette oasis sacrée que dans de bien rares occasions, telles que la première arrivée à l'école ou le départ définitif, ou peut-être quand un ami, un parent, nous ayant fait appeler, nous prenions joyeusement notre course vers le logis paternel aux vacances de Noël ou de la Saint-Jean. Mais la maison, quelle curieuse vieille bâtisse cela faisait. Pour moi, quel véritable palais d'enchantement. Il n'y avait réellement pas de fin à ces détours, à ces incompréhensibles subdivisions. Il était difficile, à n'importe quel moment donné, de dire avec certitude si l'on se trouvait au premier ou au second étage. D'une pièce à l'autre, on était toujours sûr de trouver 3 ou 4 marches à monter ou à descendre. Puis les subdivisions latérales étaient innombrables, inconcevables, tournées, retournées si bien sur elles-mêmes que nos idées les plus exactes relativement à l'ensemble du bâtiment n'étaient pas très différentes de celles à travers lesquelles nous envisagions l'infini. Durant les 5 ans de ma résidence, je n'ai jamais été capable de déterminer avec précision dans quelle localité lointaine était situé le petit dortoir qui m'était assigné en commun avec 18 ou 20 autres écoliers. La salle d'études était la plus vaste de toute la maison, même du monde entier, du moins je ne pouvais m'empêcher de la voir ainsi. Elle était très longue, très étroite, lugubrement basse avec des fenêtres en ogive et un plafond en chêne. Dans un angle éloigné, d'où émanait la terreur, était une enceinte carrée de 8 à 10 pieds, représentant le sanctum de notre principal, le révérend docteur Bransby, durant les heures d'études. C'était une solide construction, avec une porte massive. Plutôt que de l'ouvrir en l'absence du domini, nous aurions tous préféré mourir de la peine forte et dure. À 2 autres angles étaient 2 autres loges analogues, objets d'une vénération beaucoup moins grande. Il est vrai, mais toutefois d'une terreur assez considérable, l'une la chaire du maître d'humanité, l'autre du maître d'anglais de mathématiques. Éparpillés à travers la salle, d'innombrables bancs et de pupitres, effroyablement chargés de livres maculés par des doigts, se croisaient dans une irrégularité sans fin, noirs anciens ravagés par le temps, et si bien cicatrisés de lettres initiales, de noms entiers, de figures grotesques et d'autres nombreux chefs-d'œuvre au couteau qu'ils avaient entièrement perdu, le peu, de formes originelles qui leur avaient été réparties dans les jours très anciens. À une extrémité de la salle se trouvait un énorme seau, plein d'eau, et à l'autre, une horloge d'une dimension prodigieuse. Enfermé dans les murs massifs de cette vénérable école, je passai toutefois, sans ennui, sans dégoût, les années du 3e lustre de ma vie. Le cerveau fécond de l'enfance n'exige pas un monde extérieur d'incidents. Pour s'occuper, pour s'amuser, et la monotonie en apparence lugubre de l'école abondait en excitations plus intenses que toutes celles que ma jeunesse plus mûre a demandées à la volupté ou ma virilité au crime. Toutefois, je dois croire que mon premier développement intellectuel fut en grande partie peu ordinaire et même déréglé. En général, les événements de l'existence enfantine ne laissent pas sur l'humanité arriver à l'âge mûr une impression bien définie. Tout est ombre grise, débile, irrégulier souvenir, fouillis confus de faibles plaisirs et de peines fantasmagoriques. Pour moi, il n'en est pas ainsi. Il faut que j'aie senti dans mon enfance, avec l'énergie d'un homme fait, tout ce que je trouve encore aujourd'hui frappé sur ma mémoire en lignes aussi vivantes, aussi profondes et aussi durables que les exergues des médailles carthaginoises. Et cependant, dans le fait, au point de vue ordinaire du monde, qu'il y avait là peu de choses pour le souvenir, le réveil du matin, l'ordre du coucher,
Les leçons à apprendre, les récitations, les demi-congés périodiques et les promenades, la cour de récréation avec ses querelles, ses passe-temps, ses intrigues. Tout cela, par une magie psychique disparue, contenait en soi un débordement de sensations, un monde riche d'incidents, un univers d'émotions variées et d'excitations des plus passionnées et des plus enivrantes. Oh, le bon temps que ce siècle de fer! En réalité, ma nature ardente, enthousiaste, impérieuse, fit bientôt de moi un caractère marqué parmi mes camarades. Peu à peu, tout naturellement, me donna un ascendant sur tout ce qui n'était guère plus âgé que moi. Sur tous, un seul excepté. C'était un élève qui, sans aucune parenté avec moi, portait le même nom de baptême et le même nom de famille. Circonstance peu remarquable en soi, car le mien, malgré la noblesse de mon origine, était une de ces appellations vulgaires qui semblent avoir été, de temps immémorial par droit de prescription, la propriété commune de la foule. Dans ce récit, je me suis donc donné le nom de William Wilson, nom fictif qui n'était pas très éloigné du vrai, mon homonyme seul parmi ceux qui, selon la langue de l'école, composaient notre classe, osaient rivaliser avec moi dans les études de l'école, dans les jeux, les disputes de la récréation. Refuser une créance aveugle à mes assertions est une soumission complète à ma volonté. En somme, contrarier ma dictature dans tous les cas possibles, si jamais il y eut sur la terre un despotisme suprême et sans réserve, c'est le despotisme d'un enfant de génie sur les âmes moins énergiques de ses camarades. La rébellion de Wilson était pour moi la source du plus grand embarras, d'autant plus qu'en dépit de la bravade avec laquelle je me faisais un devoir de le traiter publiquement, lui et ses prétentions, je sentais au fond que je le craignais, et je ne pouvais m'empêcher de considérer l'égalité qu'il maintient si facilement vis-à-vis de moi comme la preuve d'une vraie supériorité, puisque c'était de ma part un effort perpétuel pour n'être pas dominé. Cependant, cette supériorité, ou plutôt cette égalité, n'était pas vraiment reconnue que par moi seul. Nos camarades, par un inexplicable aveuglement, ne paraissaient même pas la soupçonner. Vraiment, sa rivalité, sa résistance, particulièrement son impertinente et hargneuse intervention dans tous mes desseins, ne visaient pas au-delà d'une intention privée. Il paraissait également dépourvu de l'ambition qui me poussait à dominer ou de l'énergie passionnée qui m'en donnait les moyens. On aurait pu le croire dans cette rivalité, dirigée uniquement par un désir fantasque de me contrecarrer, de m'étonner, de me mortifier, bien qu'il y eût des cas où je ne pouvais m'empêcher de remarquer avec un sentiment confus d'ébahissement, d'humiliation et de colère, qu'il mêlait à ses outrages, à ses impertinences, à ses contradictions, de certains airs d'affectuosité les plus intempestifs, assurément les plus déplaisants du monde. Je ne pouvais me rendre compte d'une si étrange conduite qu'en la supposant, le résultat d'une parfaite suffisance, se permettant le ton vulgaire de patronage et de protection. Peut-être était-ce le dernier trait dans la conduite de Wilson qui, joint à notre homonymie et au fait purement accidentel de notre entrée simultanée à l'école, répandit parmi nos condisciples des classes supérieures l'opinion que nous étions frères. Habituellement, ils ne s'enquièrent pas avec beaucoup d'exactitude des affaires des plus jeunes. J'ai déjà dit, ou j'aurais dû dire, que Wilson n'était pas, même au degré le plus éloigné, apparenté avec ma famille. Mais assurément, si nous avions été frères, nous aurions été jumeaux. Car après avoir quitté la maison du docteur Bransby, j'ai appris par hasard que mon homonyme était né le 19 janvier 1813, et c'est là une coïncidence assez remarquable car ce jour est précisément celui de ma naissance. Il peut paraître étrange qu'en dépit de la continuelle anxiété que me causait la rivalité de Wilson et de son insupportable esprit de contradiction, je ne fusse pas portée à le haïr absolument. Nous avions, à coup sûr, presque tous les jours, une querelle dans laquelle, m'accordant publiquement la palme de la victoire, il s'efforçait de quelque façon
Il s'efforçait de quelque façon, en vérité, de définir ou même de décrire mes vrais sentiments à son égard. Il formait un amalgame bigarré, hétérogène, une animosité pétulante qui n'était pas encore de la haine, de l'estime, encore plus de respect, beaucoup de crainte, et une immense et inquiète curiosité. Il est superflu d'ajouter, pour le moraliste, que Wilson et moi, nous étions les plus inséparables des camarades. Ce fut sans doute l'anomalie et l'ambiguïté de nos relations qui coulèrent toutes mes attaques contre lui. Et franches ou dissimulées, elles étaient nombreuses. Dans le moule de l'ironie et de la charge, la bouffonnerie ne fait-elle pas d'excellentes blessures, plutôt qu'en une hostilité plus sérieuse et plus déterminée. Mais mes efforts sur ce point n'obtenaient pas régulièrement un parfait triomphe, même quand mes plans étaient les plus ingénieusement machinés, car mon homonyme avait dans son caractère beaucoup de cette austérité pleine de réserve et de calme, qui, tout en jouissant de la morsure de ses propres railleries, ne montre jamais le talon d'Achille et se dérobe absolument au ridicule. Je ne pouvais trouver en lui qu'un seul point vulnérable, et c'était dans un détail physique qui, venant peut-être d'une infirmité constitutionnelle, aurait été épargné par tout antagoniste moins acharné à ses fins que je ne l'étais. Mon rival avait une faiblesse dans l'appareil vocal qui l'empêchait de jamais élever la voix au-dessus d'un chuchotement très bas. Je ne manquais pas de tirer de cette imperfection tout le pauvre avantage qui était en mon pouvoir. Les représailles de Wilson étaient de plus d'une sorte, et il avait, particulièrement, un genre de malice qui me troublait outre mesure. Comment eut-il, dans le principe, la sagacité de découvrir qu'une chose aussi minime pouvait me vexer? C'est une question que je n'ai jamais pu résoudre, mais une fois qu'il l'eut découvert, il pratiqua opiniâtrement cette torture. Je m'étais toujours senti de l'aversion pour mon malheureux nom de famille, si inélégant, et pour mon prénom si trivial, sinon tout à fait plébéien. Ces syllabes étaient un poison pour mes oreilles, et quand le jour même de mon arrivée, un second William Wilson se présenta dans l'école, je lui en voulus de porter ce nom, et je me dégoûtai doublement du nom parce qu'un étranger le portait, un étranger qui serait cause que je l'entendrais prononcer 2 fois plus souvent, qui serait constamment en ma présence et dont les affaires dans le train-train ordinaire des choses de collège seraient souvent et inévitablement, en raison de cette détestable coïncidence, confondues avec les miennes. Le sentiment d'irritation, créé par cet accident, devint plus vif à chaque circonstance qui tendait à mettre en lumière toute ressemblance morale ou physique entre moi et mon rival. Je n'avais pas encore découvert ce très remarquable fait de parité dans notre âge, mais je voyais que nous étions de la même taille, et je m'apercevais que nous avions même une singulière ressemblance dans notre physionomie générale et dans nos traits. J'étais également exaspérée par le bruit qui courait sur notre parenté qui avait généralement crédit dans les classes supérieures. En un mot, rien ne pouvait plus sérieusement me troubler, quoique je cachasse avec le plus grand soin tout symptôme de trouble, qu'une allusion quelconque à une similitude entre nous, relative à l'esprit, à la personne ou à la naissance. Mais vraiment, je n'avais aucune raison de croire que cette similitude, à l'exception du fait de la parenté et de tout ce que savait voir Wilson lui-même, eût jamais été un sujet de commentaire ou même remarqué par nos camarades de classe. Que lui, il l'observa sous toutes ses faces et avec autant d'attention que moi-même, cela était clair. Mais qu'il eût pu découvrir dans de pareilles circonstances une mine si riche de contrariété, je ne peux l'attribuer, comme je l'ai déjà dit, qu'à sa pénétration plus qu'ordinaire. Il me donnait la réplique avec une parfaite imitation de moi-même. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour la suite de nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement de taper #VBN. Pour l'heure, je vous souhaite une très
très belle nuit sur C8 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Très belle soirée.